À 13h47, 7 drones ukrainiens U-26 Beaver se sont approchés de l'aérodrome de Korsk par le nord-ouest. Leur cible était les avions légers russes équipés de mitrailleuses en sabord destinées à chasser les drones de reconnaissance ukrainiens. La mission s'est déroulée sans encombre jusqu'à ce qu'ils atteignent Tokm. Ici, un opérateur de Buckham 3 fixait un ciel vide depuis 6 heures lorsque son écran s'est soudainement rempli de contacts. 7 traces se sont matérialisées à 42 km, dispersées sur 2 km d'espace aérien. Aucune formation, juste des échos identiques, se traînant vers le sud-est à 180 km/h. Sa main s'est figée sur le commutateur d'engagement. Quelque chose ne tournait pas rond. Chaque drone ne cessait de fusionner, puis de redevenir des individus distincts sur son radar. Cela est dû au fait que la construction en composite de ces drones absorbait l'énergie radar plutôt que de la dévier. La fibre de carbone et le plastique sont invisibles comparés aux avions en aluminium. À 42 km, les échos clignotaient à la limite de la détection, disparaissant parfois entièrement entre les balayages radars. Mais 2 drones en tête ont commencé à grimper à 2500 mètres. Leur pilote automatique ne répondait pas aux menaces. C'était un comportement scripté déclenché exactement à 35 km de la cible. Un autre a commencé à émettre sur 915 MHz, imitant les liaisons descendantes de reconnaissance, qui sont de courtes rafales numériques que les vrais drones de renseignement transmettent lorsqu'ils envoient des images compressées ou de la télémétrie au poste de commandement. Les opérateurs de systèmes de missiles solaires s'entraînaient depuis des années à prioriser les cibles émettrices. Toute transmission signifiait des nœuds de commandement ou des plateformes de reconnaissance. Les Ukrainiens avaient transformé cet entraînement en arme, utilisant de faux signaux pour attirer les missiles vers des leurres, pendant que les drones d'attaque silencieux se faufilaient. L'opérateur a fait les calculs pendant que les drones se rapprochaient. 7 cibles, 6 missiles prêts, 12 minutes pour recharger s'ils tiraient tout. La doctrine standard exigeait d'engager d'abord les menaces évidentes, en préservant les munitions pour les vagues suivantes. Tirer séquentiellement, et la première explosion justifie le reste. Tirer simultanément et risquer que plusieurs missiles poursuivent la même cible. Les drones en ascension ont franchi les 35 km, leur écho se renforçant avec l'altitude. Il en a sélectionné 3, les 2 grimpeurs et l'émetteur, et a fait feu. Le lanceur a hurlé en pivotant vers le nord-ouest. 3 missiles neufs, M3, un 7M, ont jailli simultanément, accélérant jusqu'à Mach 4 tout en grimpant à 8000 mètres. À cette altitude, la haute densité chute à la moitié de celle du niveau de la mer. Le même moteur fusée qui pousse un missile sur 25 km dans un air épais peut atteindre 42 km dans l'air plus rare en altitude. Temps jusqu'à l'impact, 42 secondes. Ses doigts tambourinent sur la console. 40, 30, 20. Première détonation à 13h48. La fusée de proximité s'était déclenchée à 4 mètres de distance, optimale pour le schéma de fragmentation de l'ogive. Le 9M3, un 7M lui-même, est un missile de 5,5 mètres et 580 kg, avec une ogive à fragmentation de 62 kg, construite autour de cubes de tungstène préformés, encastrés dans une matrice explosive à haute densité. Lorsque la fusée de proximité se déclenche, l'explosif propulse les cubes vers l'extérieur dans un cône en expansion contrôlée. Au lieu d'éclats aléatoires, chaque cube est tiré selon un vecteur prévisible, concentrant les dommages le long de la ligne de visée du missile et maximisant la probabilité de couper les surfaces de contrôle, les conduites de carburant et les longerons structurels. Le drone grimpeur de tête a été abattu. 8 secondes plus tard, le drone émetteur s'est désintégré. Des interceptions parfaites. Cependant, ces drones transportaient du carburant supplémentaire, pas des ogives. L'opérateur ne pouvait pas le savoir. Chaque comportement correspondait exactement au vrai drone de reconnaissance. Les Ukrainiens avaient étudié quel drone la Russie abattait en premier et avaient programmé leur leurre pour agir de cette façon. Le 3e missile suivait le 2e grimpeur lorsque 3 autres drones se sont soudainement regroupés, volant à moins de 50 mètres les uns des autres, créant des échos radars superposés qui ont fusionné en une seule grosse cible. Le chercheur du missile a vu l'écho le plus fort, l'espace vide où les 3 signatures se combinaient. Il a explosé entre eux, secouant mais ne détruisant rien. Les 5 drones restants ont immédiatement commencé à se disperser largement. Ce n'était pas une adaptation autonome, juste la ligne suivante de leur script de programme. Les planificateurs de missions ukrainiens avaient calculé quand les missiles impacteraient en se basant sur les frappes précédentes et avaient codé des manœuvres évasives pour se déclencher après. L'opérateur russe a saisi le téléphone crypté. Le transfert à la batterie sud aurait dû être automatique.
La liaison de données se mettait à jour toutes les 2 secondes, partageant les données de suivi sur le réseau. Mais la corrélation nécessitait une confirmation humaine. Sa piste 247 était-elle la même que la piste 091 suivie par les autres batteries? Le temps que les opérateurs comparent les vitesses et attribuent de nouveaux numéros, 30 secondes s'étaient écoulées. Durant ces 30 secondes, les drones pouvaient plonger sous la couverture ou changer complètement de cap. La batterie sud allait hériter de ce gâchis. Mais des zones d'engagement rigides signifiaient une mauvaise coordination. Ces zones ne sont pas arbitraires. Elles sont découpées selon les forces et les faiblesses de chaque système. Le radar du Buck, la cinématique des missiles et la conception du chercheur le rendent plus efficace à l'intérieur de 40 km, où les cibles manœuvrent et où le fouillis à basse altitude est le plus élevé. Le S-300, en revanche, a été conçu pour les menaces à haute altitude et à grande vitesse à longue portée. Son enveloppe d'engagement commence donc là où celle du Buck s'effile, à 40 km, et s'étend jusqu'à 200 km. Chaque couche est censée passer la cible en douceur à la suivante. Mais dans les engagements rapides, les jointures entre ces enveloppes deviennent des points de friction. La batterie de Buck du Sud avait tout observé. 2 drones détruits. 5 survivants se dispersant sur 3 km de ciel. L'opérateur faisait face à un choix impossible. Tout engager et rester sans défense pendant 12 minutes lors d'un rechargement, ou sélectionner des cibles spécifiques et risquer de laisser passer des drones armés. Son écran les montrait descendant à travers 1000 mètres et la doctrine ne laissait pas de temps au débat. Il a mis en ligne les 2 canaux d'illumination. L'illuminateur que vous voyez ici fonctionne comme un projecteur dans une cour de prison. Il ne pouvait peindre qu'un seul endroit à la fois. Pour suivre plusieurs cibles, il partageait le temps, commutant le faisceau radar entre les drones toutes les 500 millisecondes. Le premier drone est peint. Le missile reçoit la mise à jour. Le faisceau commute. Le deuxième drone est peint. Le deuxième missile mis à jour. Le faisceau revient. Mais chaque commutation signifiait une demi-seconde, où les missiles volaient à l'aveugle sur une trajectoire prédite. Contre des drones en manœuvre, ces moments d'aveuglement s'accumulaient en une erreur assez grande pour manquer la cible. Le Buck pouvait guider 2 missiles par illuminateur, 4 au total contre 5 cibles. Quelqu'un allait passer. Les drones extérieurs menaçaient de se séparer autour de l'aérodrome, un au nord, un au sud, divisant toutes les défenses restantes. Il a sélectionné ses menaces de flanc plus le drone central, lançant 3 missiles en succession rapide. Le drone oriental a commencé des manœuvres sauvages, grimpant de 200 mètres, plongeant de 300, jamais stable pendant plus de 5 secondes. Ce n'étaient pas des réactions aux missiles. Aux distances actuelles de la cible, le pilote automatique exécutait des évasions programmées. Parfois, il devinait juste sur le moment où les missiles arriveraient, et aujourd'hui, ils avaient vu juste. Durant chaque commutation de faisceau, le drone en manœuvre pouvait se déplacer de 25 mètres. L'ordinateur de contrôle de tir prédisait un mouvement en ligne droite pendant ces intervalles. Le temps que le faisceau revienne, le drone était à 25 mètres de l'endroit où l'ordinateur l'attendait, forçant une correction constante. Ces corrections dégradaient la trajectoire du missile, gaspillant du carburant en ajustement de cap. Le drone occidental descendait régulièrement vers 500 mètres, où le fouillis du sol contaminerait les échos. Le drone central a plongé brusquement, disparaissant sous l'horizon radar à 200 mètres. L'opérateur l'a regardé disparaître, faisant confiance à la batterie Strauss derrière lui pour s'en charger. Le missile occidental a trouvé sa marque. Un autre leurre éliminé dans une boule de carburant et d'aluminium. Les missiles orientaux ont lutté avec la cible en manœuvre, leurs chercheurs chassant l'air vide, là où les prédictions disaient que le drone devrait être. Détonation proche, mais pas de destruction. 4 Ujlink 6 ont survécu, tous transportant des ogives, tous en dessous de 500 mètres, tous maintenant à seulement 60 km de Korsk. Mais passer le Buck était la partie facile, maintenant venait la partie difficile. L'opérateur du S-300 avait tout surveillé pendant 12 minutes, son estomac se nouant davantage à chaque interception ratée. Son radar 64N6 Big Bird peignait tout l'espace de bataille. Des avions de ligne se dirigeant vers Istanbul, des hélicoptères entre les bases, même les oiseaux migrateurs. Mais seuls 4 contacts importaient maintenant. Les drones qui avaient survécu à 2 batteries et continuaient d'arriver. Les 2 volaient à 800 mètres en suivant l'autoroute MDX8 vers le sud-est. Les autres apparaissaient par intermittence lorsque le terrain les forçait au-dessus de 100 mètres. Des traces fantômes qui clignotaient et disparaissaient. Les drones naviguaient par inertie à l'estime, corrigés par des repères optiques. Le système de navigation faisait cela en utilisant des algorithmes de détection de contours pour identifier les caractéristiques. Le contraste net où l'asphalte de la MDX8 rencontrait la terre
créait une ligne de navigation claire. Le barrage du réservoir formait un motif géométrique unique. Lorsque la caméra faisait correspondre ces motifs avec des modèles stockés, le pilote automatique mettait à jour la position, précision, à moins de 10 mètres sans aucune émission à détecter. L'opérateur a sélectionné un suiveur d'autoroute et a initié l'engagement. Ces missiles 486 étaient construits pour vaporiser des B-52 à 200 km, pas pour chasser des tondeuses à gazon à la hauteur des cimes des arbres. Cela crée une faille critique dans son ordinateur de contrôle de tir. Le problème logiciel de l'ordinateur était le taux d'échantillonnage par rapport au taux de mise à jour. L'ordinateur échantillonnait la position de la cible toutes les 100 millisecondes, mais ne mettait à jour le guidage du missile que toutes les 500 millisecondes. Pour un missile de croisière à 800 km/h, cela signifiait 111 mètres de changement de position entre les échantillons, ce qui est gérable. Mais pour un drone à 180 km/h, seulement 5 mètres de changement entre les échantillons. L'algorithme interprétait cela comme du bruit de capteur et le filtrait entièrement, rendant essentiellement le drone invisible à un suivi correct. Le logiciel attendait un minimum de missiles de croisière à plus de 800 km/h. Donnez-lui un drone à 180 km/h et les algorithmes s'effondrent, comme utiliser une lunette de tireur d'élite pour viser ses propres bottes. Pourtant, le lanceur s'est élevé presque à la verticale. Ce missile exécuterait un virage gravitationnel utilisant l'attraction terrestre pour courber la trajectoire. Lancement vertical pour dégager le fouillis du sol et gagner de l'altitude rapidement. À mesure que la vitesse augmentait, basculer progressivement, échangeant la vitesse verticale contre la distance horizontale. À 30 km d'altitude, couper le moteur et planer jusqu'à l'apogée. Le missile devenait un projectile balistique suivant une parabole parfaite. Au sommet, piqué du nez et plongé. La gravité l'accélérait de nouveau jusqu'à Mach 6 pour la phase terminale. Une physique magnifique qui supposait que la cible serait là où les mathématiques l'avaient prédit dans 85 secondes. C'est parce que le drone suivait l'autoroute puisque le terrain dictait les itinéraires. Les lignes électriques courraient vers le sud-est, le chemin de fer vers le sud. C'étaient les seuls corridors avec masquage radar. Les deux camps connaissaient les chemins. Le jeu était le timing, pas la surprise. Mais cela n'a pas arrêté les faiblesses dans la conception des armes. Une fois en l'air, la liaison de commande n'envoyait que des mises à jour de direction, pas de commande de destruction. Les concepteurs russes supposaient que toute cible digne d'un 486 valait la peine d'être détruite. Pas de remords, pas de rappel. Même si l'opérateur réalisait qu'il avait ciblé un ami, le missile terminerait sa mission. L'opérateur suivait les deux échos. Le missile grimpant vers l'espace. Le drone rampant le long de l'asphalte, 60 secondes avant l'impact. Le drone maintenait parfaitement son cap, trop parfaitement. À 40 secondes, il a viré brusquement vers l'est, en direction du réservoir. Un autre point de cheminement prédéfini, pas une évasion. Les planificateurs ukrainiens avaient calculé quand le S-300 s'engagerait en fonction de la distance et avaient programmé le virage. L'ordinateur du missile a commandé une déflexion maximale, mais à Mach 6, on ne tourne pas, on courbe sur des kilomètres. Nouveau point d'interception à 800 mètres derrière l'endroit où le drone serait réellement. Le missile a essayé de chasser, courbant sa trajectoire comme une balle rapide essayant de tourner. Après le largage, le chercheur a trouvé de l'air vide. Avant qu'il ne puisse traiter le raté, le deuxième drone visible a grimpé à 2000 mètres et a accéléré à la vitesse maximale. Une cible parfaite, mendiant de l'attention. Le doigt de l'opérateur a hésité sur l'autorisation de lancement. Trop évident. Mais les ordres étaient les ordres. Il a tiré, sachant que cela semblait faux. Pendant ce temps, le drone qui avait esquivé le premier missile a plongé à 50 mètres et a trouvé les lignes électriques à haute tension courant vers le sud-est. 330 000 volts créaient une tempête électromagnétique. Chaque impulsion radar frappant les tours en acier et les câbles générait des centaines de faux retours. La faible signature du drone s'est évanouie dans ce chaos électrique comme un murmure dans un orage. Le drone grimpeur n'a jamais vacillé, maintenant son profil de cible parfait. Mathématiques tactiques simples. Échanger un drone valant 30 000 $ pour un missile valant 2 millions de dollars, tout en achetant du temps pour que votre copain disparaisse. Le drone grimpeur était un appât, et cela a fonctionné. Le 48N6 l'a trouvé facilement, la fusée de proximité se déclenchant à 6 mètres. Le drone est rapidement devenu un nuage en expansion de fragments composites. L'opérateur a balayé son radar sur les lignes électriques, rien que des interférences. Au nord, 3 appareils volant bas ont franchi des crêtes momentanément. Il a lancé 2 missiles au point d'interception prédit, tirant à l'aveugle là où les mathématiques suggéraient qu'ils pourraient être.
Les deux ont trouvé un ciel vide. Les drones avaient tourné immédiatement après avoir disparu de la vue. Sud-est et sud encore. 4 missiles dépensés, un drone détruit. 3 drones armés toujours en approche. Il a appelé Korsk directement. 3 contacts, basse altitude. Votre secteur dans 6 minutes. Toutes les munitions dépensées. L'aérodrome se trouvait à 80 mètres derrière les lignes, profondément dans ce que la doctrine appelait la zone arrière. Le réseau de missiles solaires en couche aurait dû tout arrêter. C'est pourquoi Korsk n'avait qu'un seul soldat avec un Igla. Les conversations radio racontaient l'histoire. Drones en approche, missiles manqués. Quelque chose à propos de Tirami. Lorsque la sirène a hurlé à 13h55, il a quitté sa position, a saisi le Igla S dans la guérite et a scruté l'horizon. Le son est venu en premier. Pas le tonnerre d'un jet ou le bruit sourd d'un hélicoptère, mais quelque chose comme une tondeuse à gazon, distinct de tout aéronef militaire. À 180 km/h, l'effet Doppler était minime. Le son semblait venir de partout et de nulle part. Une croix noire s'est bientôt matérialisée à travers la brume matinale. À 3 km de distance, 500 mètres d'altitude, approchant à la vitesse d'une autoroute. Le chercheur du Igla chassait la chaleur. Construit dans les années 70 pour trouver des moteurs à réaction brûlant à 800 degrés, le moteur du drone fonctionnait à 300 degrés, à peine plus chaud que le béton cuit au soleil. Son hélice propulsive mélangeait immédiatement l'air froid avec l'échappement, diffusant même cette faible signature. Le soldat luttait pour maintenir la visée stable. Le lanceur de 30 kg devenait plus lourd à chaque seconde. La tonalité secrète bégayait dans son oreillette. Verrouillage. Pas de verrouillage. Recherche partielle pour le détecteur du Igla attendant des jets contre un ciel froid. Le monde entier ressemblait à un flou chaud. Les ordres permanents étaient clairs. Engager tout ce qui n'est pas identifié. Malgré le verrouillage marginal, le garde a pressé la détente. Le missile a jailli du tube, son souffle arrière faisant tourbillonner la poussière à travers le poste de contrôle. Le chercheur a balayé son cône de 40 degrés, le champ de vision à l'intérieur duquel son capteur infrarouge peut réellement détecter une source de chaleur, chassant la chaleur. Tout était chaud. Pistes, bâtiments, véhicules. Le drone volait trop bas, juste un autre objet chaud parmi des centaines. La fusée de proximité n'a jamais détecté l'aéronef composite. Le missile est passé 15 mètres en dessous et s'est auto-détruit 8 secondes plus tard dans une fumée grise. Le garde a abaissé le lanceur vide. 3 autres points sont apparus derrière le premier, se dispersant en multiples vecteurs. Cela a forcé les défenseurs à diviser leur attention. Même avec plus de missiles, ils ne pouvaient engager qu'un secteur de 90 degrés à la fois. De multiples angles signifiaient choisir lequel arrêter pendant que les autres passaient. Le système optique du drone de tête s'est activé à 2 km, ses caméras balayant les avions stationnés. Les Ukrainiens savaient exactement où regarder. Les pilotes russes avaient posté des vidéos sur Telegram montrant les places de stationnement, les numéros de revêtement et même les horaires quotidiens. Les satellites commerciaux comblaient les lacunes. Les réseaux sociaux étaient devenus de la reconnaissance. Le drone a trouvé un Yak-52 dans un revêtement nord. Son moteur en étoile incomparable sous le filet de camouflage. Le pilote automatique a calculé juste 15 degrés à droite, maintenir l'altitude à 1800 mètres, piquer à 60 degrés. Le piqué a commencé à 13h56. Le drone a effectué un tonneau inversé, attiré à travers et accélérant sous la gravité. La conception de l'ogive était primitive mais efficace. 20 kg d'explosifs à base de TNT entourés d'un manchon de fragmentation en tungstène, pas de charge creuse pour la pénétration, juste un effet de souffle brut. Les fragments se disperseraient dans un rayon de 50 mètres, chacun potentiellement mortel. Mais le vrai destructeur était la surpression. L'onde de choc écraserait les structures en aluminium comme des canettes vides. L'ogive armée à 200 mètres. Fusée d'impact, minuterie de secours, fragments de tungstène autour de l'explosif TNT. 60 mètres par seconde à l'impact, traversant l'aluminium comme du papier de soie. L'ogive a explosé à l'intérieur du réservoir de carburant. Le carburant d'aviation n'explose pas comme au cinéma. Il déflagre, brûlant à une vitesse subsonique mais générant une surpression massive. Le réservoir s'est fendu, pulvérisant 120 litres de carburant en feu à travers le revêtement. La boule de feu a consumé le Yak-52 en une fraction de seconde. Le deuxième drone avait orbité 5 km au nord, attendant. Sa caméra verrouillée sur le profil à aile haute d'un Cessna contre les flammes. Même calcul, ajuster le cap, maintenir l'altitude, piquer à angle maximal depuis 1000 mètres. Impact à 13h57, l'ogive a frappé l'emplanture de l'aile bâbord, explosant à l'intérieur du réservoir de carburant.
Les ailes se sont séparées, le fuselage s'est retourné, le carburant en feu s'est répandu sur la piste. L'effet stratégique a dépassé les dommages tactiques. Ces aéronefs étaient le seul contre-mesure efficace aux drones de reconnaissance ukrainiens. Sans eux, le renseignement ukrainien pouvait opérer librement, repérant pour les frappes de HIMARS. 2 d'entre eux détruits signifiaient que des dizaines de futures missions de reconnaissance réussiraient. Au revoir pour le moment.